Hey, salut à toi! Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux créer un budget sur Excel pour suivre par exemple tes revenus, tes dépenses personnelles. Donc oui, il n'y a pas que pour le boulot que tu peux te faire des dashboards sur Excel. Après, évidemment, un budget, ça peut être utile partout, hein, au boulot comme pour tes dépenses personnelles. Ce que tu peux avoir, c'est un dashboard comme celui-ci avec des graphiques et des tableaux qui synthétisent combien tu as dépensé par rapport à ton budget, où est-ce que tu répartis tes dépenses. L'idée, c'est vraiment d'avoir de façon visuelle le maximum d'informations utiles. Par exemple, est-ce que tu as respecté ton budget ou pas? Est-ce que tu as pu épargner suffisamment comme prévu? Etc., etc. Et cetera. Et évidemment, on veut que nos indicateurs ils soient automatisés, qu'on n'ait pas à les refaire à chaque fois. Alors déjà, avant de te montrer comment créer ce type de budget, ce type de dashboard, je vais t'expliquer concrètement comment utiliser ce type de tableau. Donc déjà, c'est un budget mensuel, donc il faut sélectionner son mois. Là, par exemple, novembre 2025. Là, tu vois que quand je sélectionne mon mois, mes graphiques et mes données des tableaux se mettent à jour automatiquement. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt du dashboard. Donc là, j'ai vraiment mon récap sur le mois de novembre avec un budget mensuel, que ce soit pour mes revenus et mes dépenses. Et en face, combien j'ai réellement eu en termes de revenus et en termes de dépenses, avec ensuite la différence, donc le surplus de revenus s'il y a eu par exemple une prime non prévue sur le mois. Et pour les dépenses, bah, le potentiel budget restant sur le mois, ou quand c'est en négatif, comme pour le transport, c'est un dépassement de budget. Pour l'épargne, j'ai juste indiqué que c'était la différence entre les revenus et les dépenses, tout simplement. Donc ça, c'est pour le résumé sur le mois. Après, donc tu as la traduction via des graphiques pour avoir une visualisation immédiate. Par exemple, pour comparer ton budget et ton réel par catégorie de dépenses, pour ton revenu aussi. Et puis aussi pour avoir une répartition de où vont tes dépenses réelles par type de dépenses. Donc ça, c'est pour la partie récapitulative sur le mois. Après, donc même chose sur l'année. Avoir vraiment des indicateurs sur les 12 derniers mois, là par exemple, pour voir où on en est par rapport à notre budget. Est-ce qu'il nous reste du budget ou pas? Est-ce qu'on a pu épargner plus que prévu? Après, c'est exactement le même dashboard, mais version annuelle. Et en plus de ça, je me suis aussi rajouté une petite évolution mois par mois pour voir s'il n'y a pas des mois où il y a eu particulièrement de dépenses ou de revenus. Alors, ça peut être aussi intéressant d'avoir une vision mois par mois, que ce soit pour les revenus ou pour les dépenses, réparties suivant différentes catégories. Et donc si on va en dessous, donc ça va plutôt correspondre aux données à compléter en entrée, avec tous les flux fixes, donc que ce soit les revenus ou les dépenses qui ne varient pas au cours des mois, qui sont les mêmes quels que soient les mois, comme le loyer, le salaire, les abonnements internet, etc. etc. Donc ça, logiquement, quand on le complète une fois, on va plus le modifier. Après, il y a toutes les dépenses et les revenus variables qui, eux, pour le coup, vont être à compléter à la main à chaque fois que l'on a de nouvelles dépenses. Donc après, ça dépend de quand est-ce que tu veux compléter ton budget. Est-ce que c'est tous les mois, toutes les semaines? Tu as un tableau pour les revenus, un tableau pour les dépenses. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, tu complètes une nouvelle ligne avec une date de dépense, une catégorie que tu peux sélectionner suivant les différentes catégories disponibles et le montant en euros. Donc à chaque fois que tu vas compléter une nouvelle dépense ou un nouveau revenu variable, tu comprends bien que ensuite tous tes indicateurs qu'il y a en haut pour calculer ton réel, ils vont se mettre à jour. Donc ça va être tout l'avantage. C'est que tu n'as plus à te soucier de la mise à jour de la partie du haut. Il faudra uniquement mettre à jour tes flux variables et éventuellement tes flux fixes si tu as des petites nouveautés. Donc voilà, donc tu as vraiment une vision assez simple de ton budget. Donc maintenant, je peux te montrer comment tu peux créer ce type de dashboard. C'est tout à fait abordable. C'est essentiellement finalement des tableaux structurés que je vais créer par-ci par-là. Tu vois, donc par exemple, à chaque fois ici, j'ai des tableaux structurés. Tu pourrais faire avec des tableaux non structurés, donc des tableaux simples, mais les tableaux structurés vont quand même te donner pas mal d'avantages. Je vois que c'est un tableau structuré parce que quand je clique dessus, tu vois, j'ai l'onglet création de tableau qui apparaît. C'est un tableau que j'ai nommé dépenses variables, par exemple ici. Donc déjà, ma première étape, je ne vais pas forcément commencer par le haut, je vais plutôt commencer par tout ce qui est les données d'entrée, on va dire, donc les flux fixes et les flux variables. Donc là, c'est tout simplement des tableaux structurés. Donc un tableau structuré ici pour les revenus fixes, un tableau structuré pour les dépenses fixes, avec même un total ici. Et pour les flux variables, c'est exactement la même chose. Donc il n'y a pas de formule sur ces tableaux-là. Il y a à la limite une liste déroulante pour les flux variables, dans le sens où on veut vraiment que le nom de catégorie soit bien écrit. Tu vois, tu oublies un S à la fin, et il y aura un petit bug après pour faire le calcul pour le montant total de tes dépenses, suivant les catégories indiquées ici. Donc par exemple, pour les dépenses, tu peux mettre trois colonnes, une colonne catégorie, libellé et montant en euros. On peut par exemple rajouter l'électricité, qu'on va associer également à la catégorie habitation.
et 50 € par mois. Indique l'ensemble des catégories que tu souhaites. Ensuite, tu peux créer un tableau structuré. Si tu te mets sur une des cases de ce tableau-là, puis CTRL L, OK, il y a ton tableau structuré qui apparaît. Donc que tu peux nommer, dont tu peux changer la mise en forme, etc., etc. Tu peux évidemment ajouter à la suite toutes les dépenses fixes que tu as. Et après, il en sera de même pour les revenus. Pour les revenus, tu vas créer un autre tableau structuré au-dessus, par exemple, sachant que tu peux aussi ajouter un total sur ton tableau en allant ici dans création de tableau, puis en cliquant sur ligne totale. Voilà, donc après un peu de mise en forme et d'ajout de données, tu obtiens facilement ceci. Je t'épargne là ce détail-là d'expliquer la mise en forme, que c'est pas forcément la clé ici pour faire un dashboard. Et donc tu fais exactement la même chose, donc des tableaux structurés, pour tes tableaux de dépenses variables et de revenus variables. Donc je vais t'expliquer plus tard pour la validation des données pour avoir des listes déroulantes. Mais sinon, il y a vraiment rien de spécial à te dire sur cette partie-là. La petite subtilité que je peux te montrer à la limite sur ces tableaux-là, c'est au niveau de la mise en forme. Tu vois là, j'ai un fond assez sombre, sauf sur mes tableaux, qui sont en blanc. Comment je le fais à chaque fois quand ma taille de tableau elle change pour ne pas devoir refaire ma mise en forme continuellement. Tu vois là par exemple, si je mets une nouvelle date, chaque fois, j'ai une ligne en blanc qui s'ajoute. Comme ça, je ne perds pas ma lisibilité. Si je la supprime, à chaque fois, en fait, la taille de mon tableau s'adapte et en même temps la mise en forme. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir ce réglage-là d'effectif. L'astuce que j'ai utilisée ici, donc je vais repartir d'ici où tu n'as pas de mise en forme sur la suite de ton tableau. Donc en gros, quelle est la règle qui fait que je veux qu'une cellule elle soit colorée? En fait, je voudrais ne pas colorier cette ligne-là parce que si jamais je veux compléter une nouvelle ligne, je vais pouvoir voir ce que j'écris, parce que sinon ça fait un peu sombre. Donc je veux que cette ligne-là elle soit toujours blanche, mais par contre que cette ligne-là elle soit bien colorée. Donc finalement cette ligne-là va rester blanche parce que la ligne juste en haut, elle est complétée. Et celle-ci, on veut qu'elle soit colorée parce que la ligne juste au-dessus, elle est vide. Elle est vide parce qu'il y a toutes les colonnes qui sont vides. Donc dès qu'il y a une des 4 cases de la ligne du dessus qui est complétée, alors on va mettre cette ligne-là en blanc. Sinon, on va la mettre en violet foncé. Donc cette mise en forme, je peux l'appliquer à partir de ma ligne 29. Pourquoi pas ma ligne 28? Parce que ma ligne 28, je voudrais qu'elle soit dans tous les cas en blanc, même s'il n'y a aucune info à l'intérieur. Donc je vais commencer ma sélection ici, puis CTRL-MAJ, flèche du bas, 2 fois pour vraiment tout sélectionner. Puis après, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc ma mise en forme sera tout simplement cette couleur-là. En termes de remplissage, oui, c'est bon. OK. Là, il faut savoir que ma formule elle va s'appliquer par rapport à ma sélection actuelle. Donc là, j'ai sélectionné ma cellule I29. Donc je suis sur la ligne 29. Donc ma condition indique qu'elle portait sur la ligne juste avant. Donc ça va être la ligne 28. Et nous, ce que l'on veut pour avoir cette couleur-là, c'est que on veut qu'il y ait aucune valeur de compléter sur les 4 cases de la ligne précédente, entre I et L. Donc pour cela, on va utiliser la fonction nbval, nombre de valeurs, qui va compter le nombre de valeurs non vides sur une sélection. Donc ma sélection, ça va être, je peux la sélectionner directement, ça va être entre I et L. Je ferme en parenthèse, et donc la condition c'est égal à 0. C'est uniquement quand j'ai tout qui est vide sur ma ligne précédente que je vais mettre ma couleur violet foncé. Par contre, là, au niveau des dollars, sur la sélection I28 et L28, ils sont pas bons. Parce que là, ils sont complètement figés. Donc, c'est-à-dire que même quand je vais aller sur la ligne 30, il va regarder la ligne 28. Donc, nous, on veut que les lignes puissent changer à chaque fois. Par contre, les colonnes, elles doivent en effet rester entre I et L. On ne veut pas que ça se décale à M, N, O, P. Donc, il faut qu'on laisse quand même les dollars liés aux colonnes. On veut figer les colonnes uniquement et pas les lignes. Donc, on va uniquement laisser le dollar à gauche du numéro de colonne, que ce soit pour le I ou pour le L. Et voilà, notre formule, elle est prête. OK. Et tu vois que ma mise en forme s'est bien appliquée à partir de la fin du tableau plus une ligne. Donc, à chaque fois, il y a une ligne en plus qui nous permet de compléter facilement la suite. Et voilà. Après, c'est exactement le même principe pour le tableau de gauche sur les dépenses variables. Tu fais la même mise en forme. Cette fois-ci, ce ne sera plus les colonnes de I à L, mais les colonnes de D à G. Ok, donc je t'ai montré pour toute cette partie-là. Maintenant, je peux te montrer vraiment la partie calcul pour comparer notre budget et notre réel sur le mois donné. Donc, on va créer cette partie. Et là, pour le coup, on va utiliser des formules. Donc, commençons par les dépenses. Donc là, je me suis listé les différentes catégories de dépenses.
Là, on va indiquer un budget mensuel qui va correspondre à ce que l'on estime que l'on va dépenser chaque mois. Donc, sachant que parfois, ce sera simple, ce sera uniquement la somme de nos charges fixes. Par exemple, pour les abonnements, on va prendre la somme de ces 5 valeurs-là. Ce sera 99 euros. Par exemple, pour l'abonnement, je peux tout simplement faire un égal à la somme de ces valeurs-là. Pour l'habitation, je peux faire la somme de ces valeurs-là. Pour le transport, pour le coup, j'ai une partie qui est en dépenses fixes, 90 euros, mais je sais que j'aurai aussi des dépenses variables, comme l'essence, etc. Donc là, pour le budget, évidemment, c'est à noter à la main, dans la plupart des cas, notamment pour les dépenses variables. Et une fois que tu l'as noté, normalement, tu n'es plus trop censé y toucher. Ce sera le réel qui va être modifié en fonction de ce que tu indiques dans tes tableaux de flux variables et de flux fixes. Donc tout ça à compléter, donc là, ce sera essentiellement à la main ou à la limite via des additions comme ici. Et après, il nous restera le réel. Petit réflexe aussi, encore une fois, c'est de créer un tableau structuré pour faciliter les calculs. Ça va aussi permettre d'automatiser un peu plus, notamment quand tu auras des graphiques et qui vont faire appel au nom de colonne des tableaux structurés. Donc, crée tes tableaux structurés comme ici, avec tes dépenses, mais aussi fais ton tableau structuré pour les revenus. Et après, tu peux même faire ton tableau structuré pour l'épargne, qui va être la différence entre ton total de revenus et ton total de dépenses. Donc tu vois, là, j'ai déjà bien avancé sur mes tableaux, revenus, dépenses et l'épargne. Bah, tout simplement, je vais faire la différence entre mon total de revenus et mon total de dépenses, pour le budget et pour le réel également. Donc là, d'ailleurs, je peux étirer ma formule, ça va me permettre de passer du budget au réel. Donc là, sachant que j'ai pas encore fait les formules pour le réel. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais avant toute chose, pour savoir calculer le réel, il faut savoir comment on fait pour sélectionner le mois de novembre. Donc, le mois de novembre, ça veut dire qu'on va prendre toutes les dépenses, tous les revenus qui sont entre le 1er novembre et le 30 novembre 2025. Donc, il faut qu'on règle cette partie-là du budget, qui est le titre novembre avec la période qui est indiquée ici. Pour mois et année, ça va être des infos à compléter par toi. Ici, moi, je me suis aidé d'une liste déroulante, tout simplement. La liste déroulante, tu l'obtiens en allant dans Données, puis Validation des données. Et là, j'ai tout simplement fait une liste où j'ai indiqué tous les mois de l'année, séparés par des points-virgules. Et après, c'est la même chose pour année. Là, j'ai mis uniquement 3 années. Je suis également allé dans Validation des données et j'ai mis mes 3 années séparées par un point-virgule. Donc ça, c'est bien, mais ça ne donne pas une date sous forme de date en tant que telle. Il faut qu'on le convertisse en tant que date. Donc je l'ai mis ici avec la fonction dateval. Donc la fonction dateval qui va prendre mes infos que j'ai indiquées ici, donc mon mois et mon année. Donc tu vois, je mets à la suite un 1 pour dire que je veux le premier du mois, avec un espace juste après, et novembre et 2025. Donc le 1er novembre 2025, il va le comprendre en tant que date. Si je mets dateval, il va convertir ma date qui est sous forme de texte ici, donc le 1er novembre 2025, en véritable date comprise par Excel. Comment on peut le vérifier d'ailleurs, c'est que quand je vais dans Accueil, puis que je vais le convertir en nombre, il y arrive. Alors que là, je ne peux pas convertir en nombre le mois de novembre tout court. Donc dateval, ça marche bien. Et pour le 30 novembre, donc j'ai pris exactement la même formule que le 1er novembre. C'est juste qu'en plus de ça, j'ai appliqué une formule qui est la formule moins point décalé. Moins point décalé qui va me permettre de décaler ici d'un mois la date du 1er novembre 2025. Donc nous, on veut être un mois après. Donc ça va être le 1er décembre 2025. Mois point décalé de la date de départ, point virgule, le nombre de mois que l'on veut décaler. Donc nous, on veut décaler que d'un mois. Et pour ne pas avoir la période entre le 1er novembre 2025 et le 1er décembre 2025, mais plutôt jusqu'au 30 novembre 2025, donc la veille, donc le dernier jour du mois de novembre, je vais juste indiquer un -1 à la fin, pour indiquer qu'on enlève un jour. Donc tout ça, c'est bien réglé, donc je vais pouvoir avoir des dates que je vais pouvoir comparer aux dates qu'il y a dans mon flux variable ici. L'objectif, c'est de récupérer uniquement les dates qui sont entre le 1er et le 30 novembre 2025. Évidemment, si je change, là, je vais passer plutôt du 1er décembre au 31 décembre 2025, étant donné que j'ai changé mon mois. Maintenant, pour calculer le réel, allez, on va faire pour les dépenses. Ok, il y a certaines dépenses qui vont être que fixes, d'autres qui vont être que variables. Et parfois, on a les deux. Donc nous, dans nos formules, il faut qu'on prenne en compte les deux cas de figure. Donc on va à chaque fois faire une somme entre les dépenses fixes et les dépenses variables pour chacune des catégories. Commençons par les dépenses fixes. Donc on va utiliser une fonction conditionnelle pour sommer
uniquement les dépenses fixes qui sont de catégorie habitation. Donc somme.ci va être une formule qui va bien fonctionner ici, parce qu'on n'a qu'un seul critère, qui est le critère de catégorie. Donc la plage sur laquelle on va faire un critère, c'est la plage de catégorie. Donc ça va être celle-ci que je vais sélectionner. Point virgule. Donc notre critère, ça va être que la catégorie elle est égale à la valeur qui est ici, donc habitation. Point virgule, donc là c'est la plage à sommer. Qu'est-ce qu'on veut sommer? On veut sommer le montant. Là pour le coup on va sommer que 800 plus 50 plus 35 plus 12 parce que ce sont que ces quatre cases là qui sont liées à habitation. Et nous on ne peut pas le savoir. La somme conditionnelle va faire le travail à notre place. On va fermer la parenthèse. Tu peux dès à présent faire entrée. Et là, on a calculé la somme des charges fixes par type de dépense. Donc c'est pas suffisant, il faut aussi qu'on rajoute les dépenses variables. Donc on va rajouter un petit plus. Et cette fois-ci, on va pas utiliser somme.ci, on va utiliser somme.ci.ans. Tout simplement parce que pour les dépenses variables, on a un peu plus de critères à prendre en compte. On a le critère de la catégorie qui reste tel quel, mais par contre, on a également un critère sur la date. On veut que la date elle soit supérieure ou égale au 1er décembre 2025 et inférieure ou égale au 31 décembre 2025. Donc en tout, on a trois conditions. Somme.6.ans permet d'avoir plus d'un seul critère sur la somme conditionnelle. Et donc cette fois-ci, pour somme.6.ans, on va commencer par la plage à sommer. Donc ça va être le montant. Le montant, il est ici dans les flux variables. Donc je sélectionne cette colonne-là. Point virgule. On va faire déjà le critère sur la catégorie. Point virgule, donc on veut que la catégorie, pareil, ce soit habitation. Point virgule, notre deuxième critère, il va porter sur la date. Et là, on veut que la date elle soit supérieure ou égale, que je vais mettre entre guillemets, je vais mettre l'esperluette pour pouvoir joindre ces caractères supérieur ou égal à la fameuse cellule qui est actuellement 1er décembre 2025. Je vais l'afficher en appuyant sur F4 parce que sinon mes cellules suivantes ne vont pas prendre des 8 mais des 9, des 10, etc. Et ce sera tout faux. Et enfin, je peux tout simplement rajouter mon dernier critère qui correspond encore une fois à la date que je vais sélectionner. Point virgule. Et donc là, ça va être inférieur ou égal, entre guillemets, esperluette 31/12/2025 que je file. Je ferme ma parenthèse. Et donc là, j'ai bien fini ma somme conditionnelle. Trois critères. Donc là, à chaque fois, bien faire attention, que ce soit notre sélection de somme ou notre sélection liée à des critères, on ait bien le même nombre de lignes pour bien comparer les mêmes choses ensemble. Donc là, c'est bien le cas. D'ailleurs, on voit mes sélections qui apparaissent en couleur. J'ai bien tout sélectionné comme il fallait. Donc là, je peux appuyer sur Rentrer pour finaliser ma formule. Et donc, j'ai mon réel qui s'affiche ici. Comme c'est un tableau structuré, ma formule s'est bien étalée de partout en prenant à chaque fois la bonne catégorie, etc., etc. Je peux ensuite en déduire mon budget restant. Ça va être mon budget moins mon réel. D'ailleurs, je peux aussi rajouter un total. C'est bien une somme. Ce que je peux rajouter aussi éventuellement, ça va être une mise en forme conditionnelle pour voir d'un coup d'œil si j'ai dépassé mon budget ou pas. Donc je vais sélectionner mes cellules et en gros, je voudrais que ce soit en rouge si je suis en négatif et en bleu ou en vert si je suis en positif. Donc je vais aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle. Donc je peux utiliser une nuance de couleur, mais sinon une barre de données sera très bien. Comme ça, je vais voir une petite jauge. Voilà, comme ça par exemple ou comme ça. Donc là, on voit que pour certaines dépenses, j'ai été en dessous du budget. Par contre, pour d'autres, il y a eu un petit dépassement, comme par exemple ici, le restaurant. Et après, tu peux avoir la vision au global. Et donc, tu peux faire exactement la même chose pour les revenus avec des sommes conditionnelles. Pour le surplus, donc ce sera exactement la même chose aussi. Tu pourras mettre la même mise en forme conditionnelle. Ce que je te conseille plutôt, c'est de cette fois-ci plutôt faire la différence entre le réel et le budget. Comme ça, si tu es en dessous du budget, ce sera en rouge. Ce sera une mauvaise nouvelle si tu as moins de revenus que prévu. De même pour l'épargne. Si tu as moins d'épargne que prévu, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Et voilà, donc tu obtiens cela au final quand tu as rajouté également tes formules sur les revenus. Là, en plus de ça, je me suis amusé à améliorer la mise en forme de mes formules pour que ce soit un peu plus lisible. Parce que c'est vrai que là, on commence déjà à toucher des formules qui sont un petit peu complexes, qui peuvent être un peu longues. Donc je me suis permis d'appuyer sur Alt plus Entrée pour sauter une ligne. Ça, c'est juste pour ma mise en forme de formule. Pour par exemple ici séparer mes différentes conditions liées à un critère. D'ailleurs, pour revenir à notre liste déroulante de tout à l'heure sur les flux variables notamment, le fait de pouvoir sélectionner la catégorie, donc tu peux faire une liste déroulante toute simple ou sinon tu peux en faire une un peu plus compliquée comme celle que j'ai faite.
je suis allé dans données puis validation des données et j'ai utilisé une formule un peu compliquée, on va dire, avec la fonction indirecte pour directement faire appel aux catégories qui sont répertoriées ici dans mon récap de décembre 2025. En fait, la fonction indirecte va me permettre de pouvoir appeler mon tableau structuré et mon nom de colonne, donc mon en-tête, de ce tableau structuré là. Ça va être pratique si jamais j'ajoute une ligne ou j'en supprime une à mon tableau structuré des dépenses. Si je le fais, donc ma liste déroulante va se mettre à jour automatiquement. Et j'aurai pas besoin de refaire ma sélection parce que j'ai une case en plus, une case en moins. Enfin, tu vois le délire. Donc j'ai fait exactement la même chose pour le revenu. Validation des données, indirect, entre guillemets, budget revenu, c'est le titre du tableau, et entre crochets, catégorie, c'est le nom de la colonne. Et voilà, donc aussi l'avantage ici du tableau structuré, c'est que ma validation des données, donc ma liste déroulante, elle s'ajoute à chaque fois que je rajoute une nouvelle ligne au tableau. Tout simplement parce que Excel a compris qu'il fallait garder la même mise en forme et la même validation des données, s'il y en a, sur chacune des lignes du tableau structuré. Alors tu vois, ici à la suite, il n'y a rien. J'arrive pas à sélectionner quoi que ce soit. Donc maintenant, tu peux te créer tes graphiques comme ceux qui sont ici. Par exemple, tu veux comparer tes revenus réels avec ton budget sur le mois de novembre? Eh bien, sélectionne les infos qui t'intéressent. Donc ici, ça va être tout cela. Donc on va pas mettre le total dans notre sélection. Puis insertion. Donc tu peux utiliser graphique recommandé si tu souhaites. Et là, tu peux avoir notamment, ouais, tu peux prendre par exemple celui-ci. Ça permet de comparer le budget avec le réel. Sachant que tu peux aussi l'avoir en mode barre. Et après, c'est surtout de la mise en forme. Ça va être dans l'onglet mise en forme. Ajouter un titre, ajouter une légende, changer les couleurs. Et moi, dans mon cas, je me suis aussi amusé à enlever le fond du graphique pour qu'il soit un peu plus fondu dans le décor et que ça fasse moins bloc comme ici. Et après, c'est la même chose pour tes dépenses. Donc, tu vas sélectionner ces colonnes-là pour comparer pour chacune de tes catégories le budget et le réel sous forme de graphique. Et on va faire cette fois-ci des histogrammes, par exemple comme cela. Après, c'est pareil, c'est une histoire de mise en forme. Sachant que tu as des mises en forme ici qui sont proposées, tu as juste à régler ce que tu veux afficher ou non, titre des axes, titre du graphique, etc., etc. Si tu veux afficher une sorte de secteur, de camembert qui va t'indiquer où est-ce que tu dépenses le plus, donc c'est toujours pareil, tu vas sélectionner les colonnes qui t'intéressent. Donc là, par exemple, cette catégorie est réelle. On veut regarder par rapport à nos dépenses réelles. Insertion. Donc là, on va plutôt utiliser ici les secteurs. Tu peux avoir cette version-là et aussi même la version anneau, qui est pas mal. Au niveau des mises en forme proposées, on va dire celle-ci. Celle-ci, mais après, tu peux même modifier tes étiquettes de données pour afficher tes légendes en même temps, plutôt que les avoir en bas. Là, j'ai juste à sélectionner mes étiquettes de données, puis clic droit, mettre en forme les étiquettes de données. Donc si je veux même pas afficher le pourcentage, je peux décocher pourcentage. Si je veux afficher le nom de catégorie, je le mets ici. Pour gagner en lisibilité, moi j'ai tendance quand même à déplacer une bonne fois pour toutes mes noms de catégorie. Comme ça, j'ai des barres qui apparaissent et c'est un peu plus lisible. Sachant que si en haut du secteur c'est un peu trop compliqué, tu peux aussi manipuler ton angle pour que ce soit un peu plus simple à répartir d'un point de vue des légendes. Je peux même supprimer ça. Donc si finalement tu veux rajouter le pourcentage, bah, tu peux retourner dans ton option d'étiquette, puis aller dans pourcentage. Voilà, donc l'idée c'est que une fois que tu es sûr que ta donnée elle est bonne dans ton graphique, tu fais ta petite mise en forme et après tu plus besoin de changer ta mise en forme à chaque fois que tu changes de mois, ce serait de la perte de temps. Une fois que tu as tout fini, l'idée c'est que tu touches plus, tu plus qu'à faire tes petits réglages, changement de mois, ajout de flux variables et après tu plus rien d'autre à faire. Donc voilà comment tu peux obtenir ces graphiques là. Après, bon bah là tu as la version mensuelle, mais tu aimerais bien aussi avoir la version annuelle. Donc, comment tu peux faire? Comment tu peux avoir cette vision-là? Donc déjà que tu vois que c'est exactement la même mise en forme, la même donnée, c'est juste que là, c'est pas sur un mois, c'est sur 12 mois. J'obtiens ça déjà en faisant copier-coller de ce que j'ai déjà fait, et après je vais juste modifier. Au niveau de la date, par contre, je ne fais pas de copier-coller. L'idée, c'est que je modifie uniquement mon mois sélectionné ici, et mon année. Et donc pour avoir une période des 12 derniers mois, si je veux faire mon reporting sur les 12 derniers mois, il faut que mes dates se calculent automatiquement. Donc la date de fin, donc le 30 novembre 2025, ça va être tout simple, ça va être égal à la case E8. En effet, donc ça va être le 30 novembre 2025. Par contre, ma date de début, donc là c'est juste un petit calcul que je vais prendre par rapport à ma cellule R8, donc le 30 novembre 2025. Je vais en fait utiliser la fonction mois.décalé parce que je veux décaler ma date ici de 12 mois en arrière. On veut une année complète, donc 12 mois. C'est pour ça que je vais utiliser mois.décalé, entre parenthèses la date de départ et moins 12, donc on revient de 12 mois en arrière. Et j'ajoute juste plus 1 pour ne pas avoir le 30 novembre 2024, mais vraiment le 1er décembre 2024, donc avoir un début de mois. Voilà, donc là, du coup, si je mets décembre ici,
j'ai une mise à jour également sur l'année, donc sur les 12 derniers mois. Donc là, on passe sur l'année complète 2025. Et l'idée, évidemment, c'est que nos calculs ici se mettent à jour automatiquement. Même évidemment pour le budget annuel, que ici, on ne va pas modifier à la main. En fait, on va juste utiliser ce qu'il y a ici sur le mois et on va le multiplier par 12 mois. Allez, on va repartir de zéro. Donc voilà, donc on a juste mis les dates, comment on fait pour faire la somme sur les 12 mois en partant de cette info-là. Donc je vais faire un petit copier-coller de mes tableaux ici. CTRL V. Donc là, ça m'a même collé mes formules de tout à l'heure qui sont du coup à modifier. Donc commençons par les revenus. Le budget mensuel, donc là, c'est écrit à la main, ça va pas. On veut que ce soit une formule. On veut que ce soit le revenu mensuel fois 12, tout simplement. Et on va l'étendre à l'ensemble du tableau. Donc double-clic ici. Après, ça va être la même chose pour le budget mensuel des dépenses. Ça va être habitation fois 12. Et là, double-clic pour étendre de partout. Bon, et l'épargne, pour le coup, je vais rien modifier parce que ça me fait directement le bon calcul, j'aurai rien à modifier. Du moment qu'il me fait bien la différence entre les revenus totaux et les dépenses totales, on est bon. Ce qu'il faut que je modifie, par contre, c'est la colonne réelle. Donc, je peux la supprimer et recommencer à zéro, sinon je peux voir mon détail de formule. Donc là, par exemple, pour la dépense habitation, et voir ce que je peux modifier. Si je sélectionne la barre de formule. Donc, somme.si, dépenses fixes, égale catégorie. Donc ça, c'est juste, en effet, on veut toujours calculer les dépenses fixes. Par contre, ici, si on calcule uniquement la somme des dépenses fixes, par exemple 800 plus 50 plus 35 plus 12 pour l'habitation, on va se limiter qu'à un seul mois, parce que ça, c'est vraiment des montants mensuels. Donc en fait, il faut juste pas que j'oublie de faire un petit x12 pour multiplier par les 12 mois de l'année. Et après, pour le somme.6 fois 11, pour rappel, pour les dépenses variables, il faut juste que je mette à jour mes dates, ma date de début et ma date de fin. Sinon, ma formule, elle est exactement pareille. Donc, D8 qui était la date de début, donc ce n'est plus D8, c'est cette case-là, c'est Q8 que je vais figer. Et E8, donc la date de fin, c'est plus E8, c'est R8. Donc F4 pour figer la cellule. Et là, je fais Entrée. Et là, tu vois, juste avec 3 modifs, donc le x12, ma valeur de début et ma valeur de fin, j'ai complètement calculé ma dépense annuelle. Et pour le revenu, tu comprends que c'est exactement la même chose. x12. Donc là, c'est Q8 et R8. Et voilà. Ma colonne surplus, budget restant, pour le coup, elles font déjà bien le travail comme cela. Je n'ai pas besoin de les modifier. Et donc voilà, donc là tout simplement, j'ai pu avoir mes indicateurs au niveau annuel. Et j'ai juste à adapter mes graphiques pour faire la même chose que ce que j'ai fait pour le mois, mais cette fois-ci pour l'année. Et voilà ce que l'on obtient. Donc on voit notamment la répartition annuelle qui peut être vraiment pas mal des différentes dépenses. On peut voir qu'au niveau des différentes dépenses, on a particulièrement sous-estimé le budget alloué au transport et peut-être surestimé pour la santé ou la catégorie divers. Ce qu'on peut aussi mettre en place pour la vision annuelle, ça va être une évolution des dépenses et des revenus mois par mois. Parce qu'il n'y a pas eu des mois où j'ai été particulièrement dépensier, etc. Et tu obtiens après des graphiques comme cela. Donc ces graphiques-là, tu les obtiens grâce à un tableau, tout simplement. Un tableau qu'on n'a pas encore construit et qui se situe ici, qui va me faire finalement me faire la décomposition mois par mois de mes différents revenus et mes différentes dépenses. Si je regarde ma formule, tu vois que c'est exactement le même type de formule. C'est juste que ça va pas exactement chercher les mêmes dates. Là, ça va chercher par exemple sur le mois de janvier, puis après c'est sur le mois de février. Tu vois que la date de début pour les dépenses variables, ça va être la cellule S42, donc février 2025, sous-entendu le 1er février 2025. Et la date de fin, ça va être le décalage du 1er février 2025 de un mois, donc le 1er mars 2025. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis en inférieur strict. J'ai pas mis le égal parce qu'on ne veut pas inclure le 1er mars 2025 là-dedans. Sinon, tu vois que mes formules sont complètement les mêmes pour chaque mois. C'est juste que je les ai copiés-collés pour les appliquer à chaque fois pour chacune des colonnes, donc chacun des mois. Donc toujours pareil, ce sont des tableaux structurés. Là, j'ai bien mis mes dates ici. La particularité, encore une fois, ça va être de bien noter les bonnes dates. Donc là, je les ai pas notées en dur, les dates. Tu vois, par exemple, décembre 2025, qui correspond au mois actuel, on va dire, c'est une formule. C'est la formule D8 qui fait appel justement au 1er décembre 2025. Donc là, c'est vraiment le 1er décembre 2025. C'est juste que la mise en forme de la date est différente, pour que ce soit un peu plus lisible. Je suis allé dans autre format numérique, puis date, et j'ai utilisé cette mise en forme là pour que ce soit un peu plus visuel que par exemple le 1er 12 2025. Donc ça c'est pour le dernier mois de mon année. Et après pour tous les mois précédents, tu vois, c'est juste une fonction mois point décalé, comme on a pu voir plusieurs fois. Donc je fais appel à la cellule de la colonne suivante et je fais juste un petit -1 pour dire que je veux me décaler d'un mois en arrière.
Même chose après pour la suite. Donc j'avais juste après à dérouler mes formules de droite à gauche. Et après, bah, pour faire mes graphiques, c'est exactement la même chose que d'habitude. J'ai juste à sélectionner mes données. Donc là, par exemple, pour les dépenses, ma ligne catégorie, puis mes lignes avec mes différentes catégories et mes montants. CTRL plus clic pour les sélectionner en même temps. Puis insertion. Là, c'était plutôt des histogrammes empilés. Là, il me le propose pas de la bonne façon. Il me met plutôt les mots en légende. Donc, on peut intervertir les lignes et les colonnes. Et là, tu vois tout de suite que j'ai ce qu'il me faut. Donc, j'ai exactement la même chose que ce que je veux, modulo une petite mise en forme différente. La seule petite chose que j'ai faite qui change un peu de l'habitude, c'est ici, j'ai indiqué le total de l'ensemble des catégories. Donc pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai sélectionné ma catégorie divers, qui est celle qui est tout en haut du graphique, puis j'ai fait clic droit, ajouter des étiquettes de données. Par défaut, il m'indique la valeur uniquement de divers. Nous, on veut plutôt la somme. Je vais faire clic droit, mettre en forme les étiquettes de données. Donc dans les options d'étiquettes ici, à la place de cocher la valeur, je vais plutôt vouloir cocher des valeurs à partir de cellules. Parce qu'en fait, je veux plutôt afficher le total de mon tableau qui est à la dernière ligne ici. Donc je vais cocher valeur à partir de cellules et je vais sélectionner tout simplement ma plage d'étiquettes que je veux faire apparaître. Donc celle-ci, de janvier à décembre. OK. Bon là, c'est un peu fouillis évidemment parce que j'ai laissé cocher valeur. On va évidemment le décocher. On va laisser uniquement le total. Et on peut même l'afficher sur l'intérieur base pour qu'il soit un peu plus rehaussé, pour que ce soit un peu plus visible. On peut même diminuer la police. Et voilà le travail. Et après, ça va être la même chose pour la partie revenu. Donc on est vraiment capable de faire des dashboards assez simplement, sans faire de nouvelles formules à chaque fois. Tu vois que j'ai réutilisé à chaque fois mes mêmes formules, les mêmes techniques. On va surtout jouer par rapport aux dates pour modifier le moins de choses possible pour que tout le reste puisse se mettre à jour automatiquement. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu es intéressé par le fichier, je t'invite à le télécharger en suivant le lien en description pour le recevoir. Et sinon, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos, astuces Excel en tout genre.